Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début d'année 2023, année pour laquelle je vous adresse tous mes vœux échiquens, donc bien sûr de perdre beaucoup de points Elo, ça va sans dire, mais je vous souhaite aussi de donner des dames en un, de perdre autant dans des positions gagnantes, de vous faire mater le plus souvent possible, mais aussi d'arriver en retard chaque fois que vous jouerez un tournoi, la base donc. Alors, trêve de plaisanterie, je voulais aussi vous dire que je ne vous oublie pas, mais mon travail me prenant beaucoup de temps, surtout en ce moment, c'est assez difficile pour moi de préparer des vidéos. Pour autant, sachez que je suis gonflé à bloc, avec toujours beaucoup de plaisir à animer cette chaîne. Ne vous inquiétez donc pas, l'aventure à vos côtés continue. Et pour vous le prouver, j'ai choisi de placer cette année, le début du moins, sous le sceau de la beauté échiquéenne. Et pourquoi ne pas donc vous présenter quelques morceaux magnifiques de notre noble discipline. Vous l'avez sûrement compris, les parties à l'honneur ces prochaines semaines sont dites immortelles. Immortelles parce que sublimes dans leur conception, par leur réalisation et ou leur combinaison. Et croyez-moi, nous allons nous pencher sur quelques parties dont je peux vous assurer que vous m'en direz des nouvelles. Donc j'ai choisi en premier lieu, et pour bien commencer l'année, un chef-d'œuvre méconnu puisqu'il s'agit de la meilleure partie de mon ami et entraîneur Jean-Paul Seban de Marseille. Alors Jean-Paul, il faut le savoir, est un être acariâtre avec la culture échiquienne d'un pois chiche et aussi faible en tactique qu'il est stratégiquement mauvais. D'ailleurs Jean-Paul, quand tu regarderas cette vidéo, à toi comme aux autres, je souhaite toute la disgrâce échiquienne possible, toutes les contre-performances du monde, de te faire saquer par les arbitres en tournoi, etc. etc. Alors, plus sérieusement, Jean-Paul est un très bon entraîneur, aussi cultivé que pédagogue, et ses cours, tant collectifs qu'individuels, sont un régal. Sachez aussi que vous pouvez le retrouver sur Chess.com où il répond au pseudonyme de Kokovic007 avec un classement Elo sur ce site d'environ 2400, ce qui est vraiment pas mal. Et bien entendu, chaque fois qu'on joue des blitz, je prends des tolls, mais ça, me direz-vous, c'est pas bien compliqué. Alors, je vais m'arrêter là pour la présentation, puisque je ne sais pas jusqu'à quel point je puis me permettre de présenter notre ami Kokovic007, auteur de ce qu'il convient désormais d'appeler l'immortel phocéenne, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Nous sommes à la 3e ronde du tournoi de Cannes en 1996 et Jean-Paul, classé 2135 à l'époque, est opposé à un joueur du nom de Jackie Farger, classé 2064 en ce temps-là. Alors pour le contexte, Jean-Paul est dans une méforme totale, il est littéralement en train de foirer son tournoi et il s'est dit, foutu pour foutu, pourquoi ne pas tenter de jouer comme un champion du monde en réfléchissant au coup que lui-même jouerait. Et je vous le donne en mille, pourquoi ne pas pousser un peu plus le bouchon et tenter de jouer comme Mikhail Tal, tombeur en 1960 du grand Mikhail Botvinnik et surnommé le magicien de Riga pour ses sacrifices complètement, on peut le dire, fous. D'ailleurs, je vous mettrai quelques parties de Tal en description pour que vous puissiez comparer avec la partie aujourd'hui à l'honneur. Vous verrez, la ressemblance est assez troublante. Voilà pour l'anecdote, et c'est dans ces conditions que notre ami Jean-Paul, conduisant les pièces blanches, pousse de 2 cases le pion de la dame. Les noirs répondent cavalier F6, le grand coup avec des 5, idée je viens contrôler la case 4, et maintenant les blancs jouent C4, le grand coup dans cette position, l'idée je viens impliquer un pion de l'aile au combat pour le contrôle de la case centrale des 5. Les noirs continuent par G6, le grand coup dans cette position avec 6, l'idée je viens mettre le fou de case noire en fianchetto, et maintenant les blancs jouent cavalier C3, je viens appuyer le contrôle de D5, mais sans avoir bloqué mon pion C, utile au contrôle de cette case. Et ici, plusieurs choix importants pour les noirs, ou bien jouer fou G7, mettre le fou en fianchetto et laisser les blancs pousser E4 et avoir un important centre de pion, c'est ce qu'on appelle la défense estendienne, ou bien jouer comme dans la partie D7, D5 qui mène à la défense Grunfeld. Alors cette ouverture, cette défense tient son nom du joueur Ernst Grunfeld, qui était un des meilleurs joueurs du monde dans les années 1920-1930, c'est-à-dire grosso modo autant de Capablanca et d'Alekhine, et je vous le donne en mille, cette ouverture est la défense favorite de MVL, notre star nationale contre D4. Alors, pour que vous compreniez bien les enjeux de cette ouverture, nous allons jouer les coups qui ont été joués dans la partie, à savoir les principaux. C prend D5, cavalier prend D5, E4, la poussée centrale attaque le cavalier, qui vient s'échanger contre son homologue en C3. Alors, à quoi ça mène tout ça? Qu'est-ce qu'on constate? Les opérations successives ont laissé les blancs avec un imposant centre de pions, ce qui constitue leur atout et leur faiblesse.
Pour faire simple, si les blancs réussissent à consolider ce centre, ils vont avoir plus d'espace, ils vont limiter les pièces adverses et souvent monter une attaque à l'aile roi par des coups tels que F4 ou H4. S'ils y arrivent dans de bonnes conditions, leurs chances de gagner vont être grandes. Les noirs pour leur part, et bien qu'ils manquent d'espace, vont tenter de casser ce dernier par des coups thématiques tels que fou G7, C5 pour venir casser le pion D4, B6 pour mettre le fou de la dame en fianchetto, mettre la dame en A5 une fois que C5 aura été joué, le cavalier en C6 bien sûr pour ajouter de la pression, les noirs vont exécuter le petit roc, après quoi leurs tours vont venir sur les colonnes centrales et ils vont ainsi faire pression contre le centre des blancs. Vous l'avez compris, si le centre blanc ne survit pas, les chances noires seront les plus grandes. Comme disait l'autre, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, donc je vais vous laisser en juger par vous-même. Les noirs ont joué C5, maintenant fou C4 de la part des blancs qui développent le fou sur une case plutôt naturelle, viennent taper le talon d'Achille des noirs en F7 et se préparent à développer le cavalier, après quoi ils pourront roquer. Les noirs ont continué par fou G7, évidemment ils préparent eux aussi le petit roc et maintenant cavalier E2 de la part des blancs qui viennent consolider le pion D4. Alors les blancs pourraient jouer ce cavalier en F3, mais on va comprendre un peu plus tard pourquoi ils ont développé leur cavalier en E2. Les noirs ont poursuivi par cavalier C6 qui vient ajouter de la pression sur D4, raison pour laquelle fou E3 est joué, les blancs continuent de développer leurs pièces et protéger par là même le pion D4. Maintenant petit roc de la part des noirs et tour C1 de la part des blancs, un coup thématique, on se place sur la colonne C qui risque d'être ouverte très bientôt après un échange au centre et le fou G7 n'aura plus dans son viseur cette tour. D'ailleurs, pour l'anecdote, C prend D4 a déjà été joué dans la partie entre la légende soviétique Lev Pologaïevski contre le grand maître Sergei Kudrin au tournoi de New York en 1989. Et après C prend D4, Dame A5 échec, Jean-Paul était résolu de jouer comme Pologaïevski roi F1, un coup mystérieux mais qui se comprend si on admet que le roi est bien planqué derrière ses pions, même s'il est déroqué certes, et la tour finalement n'a pas bougé et est restée sur la colonne H, et on va se servir de cette tour pour appuyer un bélier en H4, H5, pousser en H6 ou ouvrir. Bref, les attaques ne manquent pas et un coup comme maintenant fou G4 ne serait pas forcément bon puisque F3, c'est l'idée d'avoir joué le cavalier en E2. On a la place de jouer F3, le fou doit repartir par exemple sur D7 et on va pouvoir jouer H4, H5 comme je l'ai dit. Alors avec ce plan, Pologaïevski avait massacré son adversaire à l'époque. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, un antidote a finalement été trouvé et cet antidote survient après le coup roi F1. Au lieu de maintenant jouer quelque chose comme fou G4, on va jouer le coup mystérieux dame A3, mais l'idée se comprend. Si par exemple on veut maintenant jouer H4 et que les noirs veulent jouer fou G4 pour empêcher la poussée H5 et clouer le cavalier, alors F3 n'est plus possible, je peux le montrer, puisque maintenant la dame prendrait le fou E3 non protégé. Alors dans la partie après tour C1, ce n'est pas C prend D4 qui a été joué mais dame C7, raison pour laquelle Jean-Paul a opté pour le plus conservateur, petit roc. Les noirs ont continué par tour D8, fou D3 regroupement des pièces, dame A5 a noté que C prend D4, C prend D4 était possible et maintenant D5 attaque le cavalier. Alors la lutte va devenir maintenant très tactique puisque les noirs ne vont pas jouer leur cavalier ma foi bien placé et ils vont à la place jouer B6. L'idée c'est de venir jouer fou A6 et de challenger ce fou de case blanche des blancs et évidemment il faut voir ce qui se passe après D prend C6, c'est la partie, il y a la petite contre-attaque C4 et évidemment le fou ne peut pas prendre le pion sinon la dame est perdue. Alors que diriez-vous si je vous annonçais que dans cette position précise, Jean-Paul avait en fait tout vu et a quand même joué fou prend C4, un coup splendide avec lequel il sacrifie sa dame. Moi je dis respect. Alors après tour F prend D1, on peut faire le compte des forces en présence. Les blancs ont obtenu une tour, un cavalier et un pion pour la dame, ce qui signifie qu'ils ne sont pas derrière au niveau du matériel, c'est même tout à fait équilibré. Seulement on peut regarder autre chose qu'on appelle aux échecs les compensations. Alors les compensations, c'est quoi? Vous entendrez souvent ce terme aux échecs, c'est tout ce qui justifie positionnellement un sacrifice.
Jean-Paul a lâché la dame, mais en compensation, il obtient une très forte activité de ses pièces doublée d'une supériorité dans le développement, tandis que les pièces noires à l'aile dame ne sont pas développées et que la dame noire est aux fraises. Je note également que ce pion C6 peut être faible, mais que tant qu'il vivra, les noirs devront sans cesse le surveiller. Une promotion est si vite arrivée. La partie a continué par B5 attaque le fou et tour D5 dans le plus pur style acrobatique attaque le pion mais surtout le clou. L'idée c'est de capitaliser sur l'activité des pièces blanches, de loin supérieure à celle des pièces noires, tout en s'accrochant coûte que coûte au pion C6 à 2 cases du bonheur. Les noirs ont joué A6 pour protéger B5, ce faisant les noirs ne mettent toujours pas en jeu de nouvelles pièces et les blancs ont joué tour C5 avec l'idée de protéger le pion C. Alors tour C5 constitue un coup imprécis, à la place fou B3 était sans doute meilleur. Le fait est qu'après tour C5, le coup E6 était sans doute jouable. L'idée c'est quoi? Le fou est attaqué, il est protégé par la tour, mais cette tour manque de cases à cause de la poussée E6. Elle ne peut pas non plus venir en E5 à cause de ce fou, elle ne peut pas venir en F5, elle peut venir en G5, mais si H6 est joué, elle va être chassée de la 5e rangée. Et l'idée c'est que la tour va manquer de cases, on va l'attaquer jusqu'à ce qu'elle ne défende plus ce fou qui va pouvoir être pris. Par exemple, au coup suivant, fou F8 pour attaquer la tour en C5 sera possible. Mais après tour C5, les noirs ont raté leur chance de jouer E6 et à la place, ils ont rapatrié leur dame sur C7. Les blancs ont joué fou B3 et maintenant E5. Là encore, les noirs ont raté leur chance de jouer E6. Les blancs ont joué C4, attaque le pion B5 et maintenant fou F8, attaque la tour, mais peut-être que B4 dans cette position pour fermer les lignes était plus prudent. Mais ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. À la place, Fargère a préféré jouer fou F8 qui vient attaquer la tour C5 et cette tour, comme on l'a dit, va pouvoir venir sur D5 du fait que E6 n'a pas été joué. Les noirs ont continué par fou E6 avec gain de temps sur la tour D5 et dans cette position, cher viewer, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors plus qu'un coup, c'est en fait une séquence de coups, une idée qu'il fallait trouver et dans cette position précise, Jean-Paul a joué. Très bien, C prend B5. En fait, il va laisser la tour en prise. Et évidemment, il fallait voir qu'après fou prend D5, on ne va pas récupérer la tour, non, mais à la place, on va avancer. Boum, petit coup intermédiaire, le pion vient en B6, attaquer la dame. Et ça n'est trop pour ce pauvre Fargère qui va décider de rendre la dame après fou prend B3. Pour autant, fou prend B3 ne constituait pas la meilleure tentative et la meilleure chance nous était donnée avec dame prend C6 qui rend la dame de cette façon. L'idée des noirs c'est d'arnaquer leur adversaire et de s'en sortir au niveau matériel après tour prend C6, fou prend C6 qui laisse les noirs avec une qualité contre un pion pour les blancs. Évidemment Jean-Paul n'aurait pas récupéré la dame de cette façon et à la place il l'aurait laissé et il aurait joué fou prend D5, très joli. On ne récupère pas la dame immédiatement, la dame est attaquée, elle doit bouger. Sur E8, pas d'autre choix puisque la dame pourra protéger la tour A8. Donc dame prend C6, fou prend D5 avec l'idée de ne pas reprendre la dame noire mais de jouer à fond sur l'activité des pièces blanches est une ligne magnifique et ici l'ordinateur donne fou prend A8 comme le meilleur coup. Mais Jean-Paul, artiste jusqu'au bout, m'a dit qu'il aurait joué à la place tour C7 avec l'idée d'attaquer conjointement le pion F7. Le problème c'est qu'il n'a pas vu la réfutation de la variante après tour D8. Comment ça tu l'as pas vu Jean-Paul? En effet, c'est les blancs qui ont maintenant un problème. Par exemple, tour prend F7 en menaçant d'une découverte se heurte à tour prend D5. Maintenant la tour est attaquée, mais les noirs menacent également un petit mat du couloir que Jean-Paul n'avait pas vu. C'est ballot. Sur fou prend F7 échec à la place, c'est le même problème qui se pose aux blancs puisqu'il y a maintenant dame prend F7, ce sont les noirs qui rendent la dame en la sacrifiant et sur tour prend F7, alors simplement tour D1, échec et mat. Malgré que les deux coups tour prend F7 et fou prend F7 échec se heurtent à peu près à la même réfutation, avec l'idée du petit mat du couloir en fin de variante, l'ordinateur donne encore un léger avantage blanc après la poussée B7, mais rien d'extraordinaire. Mais après B6, Fargère n'a pas vu la ressource dame prend C6, peut-être l'a-t-il sous-estimé, et il a à la place joué fou prend B3, qui est perdant. Les blancs récupèrent maintenant leur dame, fou prend A2 et tour D1, menace d'une pénétration en D8 et de pousser à dame. C'est pourquoi les noirs jouent fou E7, en fait ils n'ont pas vraiment le choix. Maintenant fou B6 contrôle une fois de plus par transparence la case D8, tour C8 pour empêcher le pion d'avancer et dans cette position, cher viewer, je vous invite à nouveau à mettre la vidéo sur pause et de tenter de trouver le coup qui a été joué par Jean-Paul, le coup gagnant. Bonne chance et à tout de suite. Et dans cette position on ne va évidemment pas perdre de temps mais boum, tour D8 échec, très joli, fourchette entre le roi et la tour, raison pour laquelle les noirs sont obligés de prendre cette tour mais il suit
maintenant C prend D8, dame, échec, à nouveau la fourchette, raison pour laquelle la tour doit prendre la dame, mais maintenant fou prend D8 et les blancs, forts d'une pièce de plus, la magie italienne, sont gagnants. Dans cette position, les noirs auraient bien sûr pu abandonner, à la place ils ont choisi de jouer encore quelques coups, donc roi F8, fou F6, un très bon coup qui vient faire pression sur le pion indéfendable en E5, en même temps je contrôle les cases noires de telle sorte que le roi noir ne pourra pas les emprunter pour venir s'approcher du pion C6, fou C4 attaque le cavalier qui vient sur C3, roi E8, cavalier D5, et regardez c'est magnifique, le roi noir ne peut emprunter aucune de ces cases pour venir s'approcher du pion C et l'empêcher d'être promu. A5, si les noirs n'abandonnent pas, il faut bien qu'ils jouent quelque chose. Maintenant C7, on va faire promotion, fou A6, cavalier B6, et les noirs ont abandonné, ils ne peuvent en effet plus empêcher C8, dame. Donc vous le voyez, le pion C qui semblait faible au départ a finalement aidé son camp à triompher. Donc je pense qu'on peut tous faire la hola pour Jean-Paul qui a sorti sa game. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Pouce bleu, please, vous connaissez le disque. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Ciao!